Bonjour à tous, 4e jour de la semaine à la rencontre d'artistes d'ici ou d'ailleurs. À 13h50, François Sureau évoquera au cours de sa promenade sur les bords de Seine l'écrivain Blaise Cendrars et sa relation avec la comédienne Raymonde Duchâteau. Mais avant cela, nous allons évoquer la famille anglaise, la famille dont le réalisateur Mike Leigh explore les liens ambivalents et les rivalités, miroir des conflits violents entre classes sociales. Dans High Hopes, film de 1988 qui ressort en salle en version restaurée, les oppositions politiques et idéologiques dans la fratrie sous-tendent l'attitude de chacun envers leur vieille mère. Derrière la comédie follement grinçante, une célébration des valeurs de générosité et de solidarité à travers de petits gestes. C'est de la saga familiale dans le cinéma britannique dont nous allons parler aujourd'hui. D'abord avec Mike Leigh, puis avec Sarah Picard, maîtresse de conférences en civilisation britannique à Paris 3, et Jean-François Bayon, professeur de civilisation britannique à Bordeaux-Montaigne. La grande table d'été, Maëlys Bessery. Mike Leigh, bonjour. Oh, bonjour. Aujourd'hui, votre film High Hopes, sorti en 1988, votre deuxième film, ressort en version restaurée. Alors on va peut-être rappeler le début de cette histoire à nos auditeurs. Mike Leigh, c'est l'histoire de Mrs. Bender, une vieille dame londonienne, et c'est l'histoire à travers elle de sa famille et de ses voisins, et une sorte de comédie née autour du fait d'un événement insipide, si on peut dire, en tout cas tout petit, c'est qu'elle a oublié les clés de chez elle. Et autour de là, va naître une comédie. Yes, I mean, that is a way of looking at the film, and certainly that. Oui, c'est une façon de voir ce film. C'est un aspect important, oui, ces histoires. Mais principalement, le cœur du film porte sur les valeurs. Les principaux personnages sont son fils et la petite amie de son fils. Ce sont des gens de gauche. Ils ont une vision bienveillante sur le monde et ils offrent un contraste saisissant avec la sœur qui est cynique, très matérialiste et qui se comporte très mal avec sa mère. Et puis les voisins qui sont des bourgeois qui font partie de ce mouvement de gentrification d'un ancien quartier ouvrier. Donc je crois que c'est un film qui porte sur les valeurs, le fait de porter attention à l'autre et de mettre les valeurs spirituelles au-dessus des valeurs matérielles. Il s'agit de parler de la société du care, du soin, et la société qui s'en fiche de tout. Il s'agit de décrire la générosité et son opposé. Mais c'est vrai, le fait que Madame Bender ait perdu ses clés, c'est ça qui fait remonter le conflit, les petits conflits entre tous les personnages. Mais c'est un petit dispositif simplement narratif. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement des gens et quelles valeurs ils suivent dans la vie. Alors à travers ces divers couples, les 3 couples que vous venez de décrire, les 2 enfants de Madame Benders et ses voisins, c'est en réalité une peinture des différentes classes sociales de la société britannique que vous racontez, les tensions entre elles, et puis dans des années particulières qui sont les années du thatchérisme. That's correct, and as I say, it is all about the values of these different. Et à travers le portrait de ces classes sociales, je mets en exergue leurs valeurs. Mrs. Bender is working class. Madame Bender est de la classe ouvrière, tout comme son fils, sa fille également. Mais elle aspire à devenir petite bourgeoise. Et puis il y a les autres personnages qui sont eux de la haute bourgeoisie, les fortunes héritées. Donc je me répète, mais oui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de décrire leur comportement. Alors ce sont des années particulières que traverse l'Angleterre que vous décrivez, ce sont les années du thatchérisme et à travers le prisme familial, on voit comment à la fois chacun peut être affecté d'une manière ou d'une autre, il y a les gagnants et les perdants d'une certaine manière du thatchérisme et ça se ressent au sein même de la famille, Mike Leigh. That's a hard question. I mean, we were very concerned
difficile. À l'époque, sous l'ère Thatcher, on s'inquiétait beaucoup de voir s'éroder toutes les valeurs sociales, notamment celles du soin, de la bienveillance. Vous vous rappelez, Thatcher avait dit « la société, ça n'existe pas ». Et bien sûr, elle incarnait par là toute une attitude de mépris vis-à-vis de la justice sociale, de la redistribution des richesses, de la bienveillance sociétale. Donc c'est vrai qu'à travers les personnages de High Hopes, je tente de soulever la question de ces valeurs si importantes qui ont été gravement menacées sous Thatcher. Alors, à travers les valeurs importantes du soin et du care dont vous parlez, Mike Leigh, il y a celles qui touchent la vieillesse, les personnes âgées, en l'occurrence Mrs. Benders, et autour d'elle se cristallise la question sociale, au fond. Comment est-ce que vous avez imaginé ce personnage-là, qui est à la fois la mère, mais aussi une dame âgée, perdons un peu la tête, une dame aussi de la classe ouvrière ? Est-ce qu'elle représentait un symbole pour vous de cette société qui allait souffrir du thatchérisme? Yes, I mean, I think here's the thing I suppose I would like to share with you and with listeners. Et bien voilà ce que j'aimerais dire aux auditeurs de France Culture. Ce film, en effet, on l'a tourné en 1988, nous sommes aujourd'hui en 2020. Et sur un plan personnel, j'ai en fait 7 ans de plus que Madame Bender dans le film. Vous savez, en fait, c'est 70 ans dans le film et je viens d'avoir 77 ans. Mais quand j'y repense à ce film, justement à l'occasion de du fait qu'il ressort en France, comme vous l'avez dit, c'est important de préciser ce qui a motivé le tournage de ce film, l'inquiétude que provoquait le gouvernement Thatcher. Mais ce n'est pas le sujet essentiel du film et ce n'était pas mon aiguillon principal. Et rétrospectivement, je ne le vois pas non plus comme cela. C'est vraiment le soin et la bienveillance. Et je veux que ce soit un film universel, pas qui porte seulement sur l'ère Thatcher. Bon, bien sûr, Thatcher, ça nous a un peu aiguillonnés dans une certaine mesure. Mais on ne peut pas le réduire à cela. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un film qui décrit simplement la société britannique sous Thatcher. Bien sûr que c'est le contexte, mais il y a des implications et une signification beaucoup plus vaste, plus profonde, qui analyse le comportement des gens et toute cette société du soin et de la bienveillance à laquelle on aspire et dont on a parlé. Alors c'est vrai, la question de la vieillesse, du grand âge, notamment les personnes qui perdent la tête, la démence sénile, c'est vrai, c'est un sujet universel. Et bien sûr, c'est pas particulier sous Thatcher. Mais c'est vrai qu'elle occupe beaucoup de place, Thatcher. C'est vrai que Sean et Shirley, les personnages principaux, ont un cactus qui s'appelle Thatcher. Et le petit cactus, d'ailleurs, il porte le nom du mari de Thatcher. Ça, c'est un petit clin d'œil satirique. Et qui vous donne un petit peu le sens de d'où on vient. Mais je crois que c'est aussi un trompe-l'œil. Et ça crée une fausse perspective. C'est un peu un trompe-l'œil, voilà. Alors ce trompe-l'œil, c'est aussi celui des codes entre les classes sociales. Vous faisiez allusion au cactus qui s'appelle Thatcher. Il y a aussi l'affiche de Thatcher avec la parodie où il y a marqué Crime Wave sur les murs du personnage de Cyril, le personnage le plus à gauche du film. Il faut dire que ce film est une comédie.
Mike Leigh. Comment est-ce que, justement, vous avez souhaité, par votre regard, faire grincer ces questions-là, question de la manière dont les uns se comportent vis-à-vis des autres, la question de l'empathie. Comment est-ce que vous avez imaginé la faire grincer de cette manière? Yes, I do. Oui, j'essaye de faire grincer, oui. Mais de tous les films que j'ai réalisés, c'est le seul qui véritablement déploie une sorte de caricature. On m'a accusé de faire des caricatures dans mes films, et ça, je rejette cette affirmation. Mais là, c'est vrai. Je joue un peu sur ce côté caricatural, un peu second degré, parce que la manière dont je dépeins Madame Bender, Cyril, Shirley, c'est ancré dans la réalité. Mais c'est vrai qu'il y a des petits clins d'œil pour la sœur et le beau-frère et les grands bourgeois, les voisins grands bourgeois et snobs. Là, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'aspérité. C'est là où intervient un peu le côté caricatural. Mais parce que je voulais donner un côté un petit peu de folie, enfin que dépeindre des gens qui glissent vers un terrain moral très dangereux. C'est aussi une expérience sensible, ce film, l'expérience notamment du travail d'acteur presque théâtral que vous faites avec les comédiens, avec les voix. Je vous propose qu'on en écoute un extrait, Mike Leigh. Say ye who borrow love's witching spells, what is this sorrow? Lord, can must we have that bloody awful hymn? It's not a hymn, darling. We sang it at school. It's from an opera. What? And I'll give you a teeny-weeny little clue as to which one. We saw it tonight. No. It's easier in English. What is this sorrow? Two stags. Same day. Totally different. Silly sausage. Do you know, I really wasn't very keen on the soprano. Too much vibrato. Kira? No, Kitty's a mezzo. Marvellous. I'm talking about Susanna. Which one's she? The little one. Oh, the dwarf. Dreadful thick ankles. Ah, the man dressed as the woman. No, darling, how many times? Cherubino is the woman who plays the boy who dresses up as a girl. Ah. Un extrait de High Hopes. Mike Leigh, on entend que à travers le jeu des voix, mais aussi les critiques que font les deux acteurs, peut-être vous nous dites quelques mots de cette scène. C'est le couple de voisins qui rentrent de l'opéra. This is, of course, about these upper middle class people. Oui, il s'agit de ce couple. On ne dirait pas bourgeois en anglais, mais on dirait de la classe moyenne supérieure. Oui, ils se rendent à l'opéra. Mais en fait, il s'en fiche de l'opéra. Il ne sait même pas quelle œuvre il va voir. C'est uniquement pour l'apparence sociale qu'il aime. Et c'est en ça que, voilà, je fais de cette scène une satire. Oui, c'est délibéré. Alors que le jeune couple, Cyril et Shirley, eux, quand ils écoutent de la musique, c'est qu'ils aiment cette musique. C'est une relation organique et sincère avec l'art ou la musique. Mike Leigh, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de la manière dont vous travaillez avec vos comédiens? Il y a ce jeu fantastique autour des voix, des accents, des rires qui sont travaillés dans le film. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ce travail-là, de metteur en scène? Well, I mean, with all of my films, we spend a lot of time
Dans tous mes films, je passe beaucoup de temps, des mois en fait, à la préparation avec tous les acteurs avant de commencer à tourner. Et je démarre toujours sans scénario, sans synopsis. Je demande aux acteurs de créer leurs personnages. Vous évoquez ces jeux de voix. Eh bien, simplement, ils prennent la voix qu'aurait le personnage pour qu'il sonne vrai. C'est ça le travail qu'ils font. Et ce sont en fait des acteurs très versatiles, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'incarner des vrais gens, des types de gens qu'on trouve dans la société. C'est ça mon boulot et c'est à ça que je m'engage. Alors il y a une sorte de double jeu, une mise en abîme, puisqu'il y a le jeu des comédiens, et puis à l'intérieur du film, Mike Leigh, à l'intérieur de High Hopes, il y a le jeu des personnages qui jouent une sorte de comédie sociale. Comment est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont la famille devient elle-même un théâtre, un jeu de tension comique, mais aussi de folie? Yes, I mean that's an interesting take on the film. C'est intéressant, votre commentaire sur la mise en abîme. Je n'y avais pas pensé pour High Hopes, mais ça me parle, oui. Intéressant comme point de vue. J'aime bien. Mais ce n'était pas mon intention au départ, cette mise en abîme. C'est vrai qu'il y a différentes strates dans l'histoire, mais je ne l'aurais pas décrit comme vous. Alors, il y a une forme de cruauté dans la famille. On voit que ce qui pourrait paraître être une scène gaie peut devenir une scène terriblement difficile. Je vous propose qu'on écoute la scène de l'anniversaire de Madame Bender, qui est l'anniversaire de ses 70 ans. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Mom! Happy birthday to you! There, are you going to blow the candle out? Come on, blow! Mum, blow the candle out. You want me to do it for you? Cyril, will you keep your nose out of this, please? Come on, 1, 2, 3. Happy birthday, my darling. Have you made a big wish? I wish. Yeah, well, we all know that, Martin. You don't. Well, we can imagine, can't we? No, you can't. There now. Are you going to have some of this delicious cake, Mum? Of course you are, it's your birthday. She don't want that. Cyril, she's going to have some of her birthday cake. All right, here you are, Mum. Open wide. Down the hatch, open. Oh, look, leave her alone. Oh, will you leave it out? If she don't want no cake, she ain't gonna have any. It's her birthday. It's her birthday and she's having some birthday cake or else her wish goes down the drain. What are you talking about? Her wish goes down the drain. You've got brain damage or something. Listen, will you not shout in front of Mum? You're upsetting her. Mike Leigh, inutile de parler anglais pour comprendre à quel point la scène familiale dégénère, mais j'aimerais néanmoins que vous nous fassiez une petite description de ce qui se passe avec la fille Valérie qui se retrouve littéralement à presque forcer sa mère à manger son gâteau d'anniversaire alors qu'elle n'en veut pas. Well, of course, that's by the time we arrive at constructing that scene, we've been. Le temps qu'on arrive à la construction de cette scène, vous savez ce que je fais avec mes acteurs dans tous mes films? En fait, on reconstruit, on construit toute une traversée, un voyage avec ces personnages, leur vie. Et là, on suit toute la désintégration de la fille de Madame Bender, Valérie, sa frustration, sa colère, etc. Il y a tout un cheminement qui conduit à ce point où tout culmine, un point de conflit. Et ça, on y parvient grâce aux répétitions et à l'improvisation. C'est comme ça que l'on construit les personnages. On prend des notes pendant les répétitions. C'est tout un processus. Et en fait, on a vécu l'histoire de la famille depuis le début, tous ensemble, par l'improvisation. Et c'est comme ça que ça peut culminer dans ce paroxysme et ce moment de crise. Alors l'humour noir du film est assez ravageur avec justement un jeu à la fois sur les costumes, les décors, les manières, le mimétisme entre classes sociales aussi. Est-ce que vous imaginez le cinéma, Mike Leigh, en tout cas est-ce que c'est votre expérience de cinéaste que de vivre le cinéma comme un révélateur peut-être des tensions, des mots
de la société anglaise? Yes, of course, I would hope that that's exactly what it does. But Oui, again, j'espère que c'est tout à fait ça, le cinéma. Mais au risque de me répéter, j'insiste, ça ne porte pas sur la société britannique. Ce sont là des sujets universels que j'aborde. Et tout le monde ressent la même chose à travers différentes cultures dans des sociétés différentes. Mais bien sûr, là, c'est un milieu spécifique, donc ça parle de la société britannique. Mais quand j'ai tourné High Hopes, 2 ans auparavant, je m'étais rendue en Chine. J'avais voyagé là-bas et je faisais des recherches sur mon film et j'étais allée au cimetière de Highgate où est enterré Karl Marx pour travailler cette scène. Et à chaque fois que j'y allais, il y avait quelqu'un de la République populaire de Chine qui se trouvait dans ce cimetière parce que tous les Chinois à l'époque, dès qu'ils arrivaient à Londres, ils voulaient absolument aller voir la tombe de Karl Marx et rendre hommage au grand homme dans ce cimetière. Donc j'avais espéré qu'on tombe sur des touristes chinois et qu'on les chope dans la scène. Et en fait c'est arrivé. Il y avait un groupe d'étudiants de la London University, c'était tous des Chinois. On leur a d'ailleurs demandé de porter les vêtements qu'ils avaient apportés avec eux de Chine. Et ils sont présents dans cette scène. Et je trouve que ça ajoute une dimension intéressante à cette scène importante où Cyril et Shirley vont eux-mêmes rendre hommage à Karl Marx. Et là encore, c'est tiré de la réalité, du vrai monde, et j'ai volé ça et je distille à travers mon film. Alors même si finalement ce n'est pas simplement le thatchérisme, c'est plutôt la décadence d'une forme de société, en tout cas d'un certain nombre de valeurs dont vous parlez, Mike Leigh, tout le monde en prend un peu pour son grade et c'est là la dimension comique aussi, c'est-à-dire que même les personnages qui ont votre sympathie, ce personnage marxiste du fils Cyril, il a lui aussi ses défauts. Oui, absolument. Cyril a des défauts aussi. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit marxiste. Il se rend sur la tombe de Karl Marx, mais lui et sa copine, non, ils sont pas marxistes. Mais bien sûr qu'il a aussi des défauts. Personne n'est parfait. Nobody's perfect. Ce qui est très attachant dans le film, c'est finalement la manière dont une forme de lueur d'espoir apparaît. Mike Leigh, vous avez fait le choix dans cette comédie assez grinçante d'une lueur d'espoir au sein de la famille. La famille qui est un lieu de tension, qui est un lieu de rivalité, qui est même un lieu un peu de maltraitance pour la personne âgée qui est faible. Eh bien, il y a quand même une forme de solidarité qui en émerge. Est-ce que c'était là justement votre espoir? Est-ce que vous feriez la même chose aujourd'hui? Yes, I mean, in the end, it is about people being positive and creative. Finalement, il s'agit de parler de gens positifs, créatifs, imaginatifs. On veut dire la vie continue. Donc au final, oui, ils vont décider d'avoir un bébé. C'est l'avenir. Et oui, ils vont décider de traiter avec compassion cette vieille dame et grâce à leur bienveillance, ils la ramènent dans le monde, dans ce monde présent. Je crois qu'au final, c'est un film optimiste. Je l'espère du moins. Mais sans qu'il y ait une once de sentimentalisme ou de romantisme ou de trop grande illusion. Mike Leigh, est-ce que vous referiez le même film aujourd'hui? Ce film-là de 88 ressort. Est-ce que vous auriez fait le même film aujourd'hui quand on a vu ce qui a traversé toutes les sociétés d'ailleurs occidentales à travers cette crise de la Covid, le sort qui a été réservé aux personnes isolées, aux personnes âgées? Est-ce que aujourd'hui vous traiteriez ce sujet de la même manière? Well, first of all, I would question
very seriously whether we're in a post-COVID situation. You're right. D'abord, déjà, on parle d'une situation de crise post-Covid, mais je crois que c'est un peu trop optimiste pour le coup. On est encore en plein dedans. Mais en tant que cinéaste, la question que je me pose, à l'instar de tous les artistes, c'est si et quand on pourra recommencer à travailler, ce qui n'est pas gagné, comment, de quelle manière notre travail va être affecté et comment on va pouvoir travailler dans ce nouveau monde post-Covid. Moi, j'allais justement commencer à tourner un film dont je ne peux pas vraiment parler là. Mais au moment où la crise sanitaire, où la pandémie s'est déclarée. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais remettre ça sur le métier dans le nouveau monde qui nous attend. Donc votre question, est-ce que je tournerai différemment ce film High Hopes, étant donné la situation qu'on vit aujourd'hui? Sans doute. Oui. Mais je crois que la question fondamentale au cœur de High Hopes reste la même, elle est constante, même si on entre dans un monde inédit. Mais c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous parlez de la question de la solitude, des solitudes? The question of loneliness and old age, of course, takes on a new de la vieillesse et de la solitude. Bien sûr, dans le contexte post-Covid, on la traiterait différemment parce que ça a pris le devant. Mais il m'est difficile de spéculer sur la manière dont je traiterai cette question. Et puis ce n'est pas le principal, parce que tout ramène au sujet principal de High Hopes, qui lui n'a rien à voir, bien sûr, avec cette crise sanitaire. Mike Leigh, on vous a proposé comme carte blanche de choisir un objet cinématographique et vous nous avez parlé de Truffaut et vous avez choisi Le tourbillon de la vie. Alors pourquoi ce choix? Well, of course, the thing is, when I grew up in Manchester. Vous savez, j'ai grandi à Manchester et je ne voyais que des films britanniques ou des films de Hollywood, des films américains. Jusqu'à ce que j'ai 17 ans, quand je suis partie pour Londres, eh bien, je n'avais vu que des films en anglais, de langue anglaise. Et il y a 60 ans, en 1960, j'ai débarqué à Londres et j'ai eu une révélation extraordinaire, à savoir que j'ai découvert le cinéma du monde entier. Et entre autres explosions que j'ai ressenties, j'ai été exposée à la nouvelle vague. Bien sûr. Et bien sûr, tous les jeunes, y compris moi, on a été complètement emballés par Jules et Jim, et surtout par Jeanne Moreau. Et quand elle chante Le tourbillon de la vie, ah oui, on était complètement emportés. Et c'est resté une de mes grandes passions. Hormis le fait que Truffaut, comme d'autres cinéastes de la Nouvelle Vague et d'autres cinéastes d'ailleurs, ont énormément influencé mes idées de jeune cinéaste et mes aspirations, mes ambitions en tant que jeune réalisateur. Le balancement du rocking chair nous convie au plaisir de la chair. Et cette chanson? Ça commence à être au point. Oui, c'est vrai, hein, Albert? On y va? Allons-y. À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas son public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie.
je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Mike Leigh, voilà l'extrait que vous avez décidé d'écouter. En quoi est-ce que Truffaut a-t-il pu vous influencer? Qu'est-ce que ça vous fait peut-être d'abord d'entendre la voix de Jeanne Moreau? Listening to Jeanne Moreau singing that beautiful song. Écoutez Jeanne Moreau chanter cette magnifique chanson elle est tellement spirituelle et c'est tellement délicieux. Ça fait remonter beaucoup de souvenirs. C'est drôle, c'est sexy, c'est émouvant, c'est excitant. J'adore cette chanson. Ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Et puis à part ça, c'est un très grand film, Jules et Jim. Quant à François Truffaut, le film qui m'a beaucoup influencé quand j'étais un cinéaste en herbe, c'est Les 400 coups. Et l'idée qu'on puisse tourner un film autobiographique qui est toute la réalité, pourtant qui est tellement empreint de poésie, ça m'a complètement emballée. Je n'ai jamais fait de film qui ressemble vraiment au film de Truffaut, mais j'espère avoir pris un petit peu de cet état d'esprit, c'est-à-dire des films qui se coltinent au vrai monde. Et puis c'était des films tournés en extérieur, dans les rues, dehors, donc ça arrivait à capturer la vraie image du monde. Et ça m'a bien sûr beaucoup influencé quand j'étais jeune. Donc, comme beaucoup d'autres cinéastes, j'ai une grande dette envers François Truffaut. Et je suis tellement triste qu'il ne soit plus parmi nous. Merci beaucoup Mike Leigh, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que votre film High Hopes est ressorti en salle. France Culture, la grande table d'été, par Maëlys Bessery. Et la grande table d'été continue en compagnie de Sarah Picard et de Jean-François Bayon, tous deux professeurs de civilisation britannique. Bonjour à tous les deux. Sarah Picard, peut-être un petit mot sur, évidemment, il n'est pas le premier à utiliser le prisme de la famille Mike Leigh pour parler de la société tout entière, de la société anglaise, mais est-ce que c'est une tradition qui ne viendrait pas de la littérature, bien sûr, mais aussi du théâtre, parce que la famille, on pense aussi à Shakespeare, on pense à ce que la famille peut permettre de déployer comme mécanisme de tension, de rivalité, jusqu'au meurtre. Bien sûr, la famille, comme il dit Mike Leigh dans son entretien, représente un prisme pour la société en général et universel, comme il dit. Et ce qu'on voit dans ce film, c'est justement les différences, les clivages au sein de la famille par rapport à leurs idées politiques et leurs valeurs et comment ça se traduit dans leurs actions, dans leurs paroles et le matérialisme, etc. Donc bien sûr, la famille est bien représentée dans le film comme un reflet de la société à l'époque thatchérienne qui est très en mouvement à ce moment-là où on voit les mouvements de idéologie politique et les clivages
au sein de la famille, mais chez les voisins, comme on voit. Alors c'est la question politique surtout qui revient dans les divisions. Hein. Il y a eu bien sûr l'ascension sociale. Il y a les 2 enfants. Hein. La mère, Mrs. Bender, est une ouvrière à la retraite, et l'un des fils est resté un peu dans cette tradition ouvrière, très marquée politiquement à gauche, empreinte de marxisme. Et puis de l'autre côté, il y a sa sœur Valérie, qui s'est en quelque sorte embourgeoisée. Oui, ça leur reflète bien ce qui s'est passé à l'époque thatchérienne, hein, donc qui est venue au pouvoir en 79. On voyait toute une classe ouvrière qui a monté, qui a pris l'ascenseur social, si vous voulez, hein, grâce à la situation économique pendant un moment, et qui espérait autre chose justement, qui a atteint certains niveaux matériels et financiers, ou qui espérait plus, hein, sans faire les études qui étaient possibles à l'époque, qui n'est plus possible maintenant, mais aussi le Cyril qui est coursier, qui reste très à gauche, très fidèle à la classe sociale, classe ouvrière, donc parti travailliste, socialiste en France, et qui aspire à autre chose et de s'attacher encore aux valeurs traditionnelles socialistes qui étaient consolidées à l'époque par certains à gauche, mais qui sont en train de friter après avec l'ère Blair, etc. Donc on voit justement la division et on appelle c'est pas le clivage, mais le fidélisation aux personnes de leur classe sociale par rapport à la politique sociale. C'est-à-dire qu'une certaine classe sociale votait traditionnellement à gauche, et ça évolue au fur et à mesure des générations. Peut-être qu'aujourd'hui ce film-là aurait été différent de ce point de vue-là. Mais surtout à l'époque, Thatcher, au début des années 80, a réussi à imposer une politique qui a fait que les maisons sociaux, les logements sociaux, hein, donc les HLM en France, pouvaient être rachetés par la personne en location. Donc Madame Bender, hein, elle a bénéficié de ce système. Où on a laissé les personnes acheter ces logements sociaux à prix très bas, sans reconstruire d'autres logements sociaux après, hein, et que cela explique en grande partie pourquoi certaines personnes de la classe ouvrière sont convertis au conservatisme parce qu'ils ont vendu 1 million de logements sociaux. Donc, cela fait partie de pourquoi certaines personnes se sont converties à la droite et le succès de Thatcher pendant de longues années. Jean-François Bayon, ça a été aussi une manière d'exclure une partie justement de la classe ouvrière de ces logements sociaux-là. Hein. Ça fait partie d'un mouvement global. Mrs. Benders, elle représente ce temps de fracture. Oui, c'est ce qu'on voit très bien dans un autre film de Mike Leigh qui est un peu antérieur. Et d'ailleurs, il y aurait quelque chose à un petit peu nuancer dans ce qu'il a dit dans l'entretien. Ça n'est pas le 2e film de Mike Leigh, enfin pas exactement, puisqu'il avait fait une 12aine de films pour la BBC entre son premier film de 1971, qui est Bleak Moments, et High Hopes. Oui, celui-ci est pour le cinéma. Oui, mais ce sont des films qui sont très importants en fait dans la carrière de Mike Leigh, parce que ça prouve qu'il avait, quand il a fait ce film-là, il avait une très longue expérience de réalisateur. Et il avait fait notamment un film qui s'appelle Meantime, qui est un des tout premiers films de Gary Oldman, qui se concentre aussi sur une histoire de famille. Et on voit très bien le mécanisme dont Sarah est en train de parler, qui est effectivement ce mécanisme par lequel l'appât d'une sorte d'embourgeoisement ou d'ascension sociale par l'acquisition de la propriété peut éloigner, en tout cas c'est un peu le discours implicite de tout un cinéma et de toute une analyse sociologique, peut éloigner de valeurs, pour reprendre le terme de Mike Leigh dans l'entretien, de valeurs qui seraient des valeurs plus authentiques de la classe ouvrière ou du petit peuple. Et il y a une idée de conversion politique. Tout à fait. À un néolibéralisme. Absolument. Et le prisme de Mike Leigh dans les deux films est un petit peu identique, finalement, qui consiste à montrer comment, au sein d'une même famille, une fratrie est divisée, finalement, par des choix, est-ce que ce sont des choix, on peut se le demander, mais en tout cas c'est présenté comme des choix. En tout cas, il y a deux parcours. Voilà, des parcours opposés, voilà. Un parcours qui va rester proche, avec des difficultés, des tensions, le parcours de Cyril finalement. Proche des valeurs de la classe ouvrière, et de l'autre côté, un éloignement, une aspiration à un matérialisme qui est à tort considéré par Valérie, donc la sœur de Cyril, comme un mieux-être,
mais qui, on le voit bien dans le cheminement du personnage dans le film, la confronte à ses propres contradictions et au constat du néant de son existence. Alors là où on voit qu'il y a une véritable fresque qui se dessine, c'est qu'il y a d'un côté effectivement Valérie qui accède à une petite bourgeoisie plus aisée que celle de son frère ou de sa famille d'origine, et puis il y a à côté d'elle donc une bourgeoisie d'héritiers, celle des voisins, et là il y a un écart entre ce qu'on pourrait appeler les parvenus d'un côté, les héritiers de l'autre, et on voit bien qu'il y a un jeu de miroir et de mimétisme entre les deux. Donc là, il y a les subtilités aussi de la classe, des divisions, des différentes strates de la société britannique. Oui, c'est très intéressant la manière dont Mike Leigh traite ça dans son film, parce qu'on voit bien que de la même façon que il y a une attirance évidente éprouvée par le personnage de Valérie envers ce milieu de la upper middle class à laquelle elle ne pourra de toute façon jamais accéder. Mais de la même façon, on voit bien que le rejet dont elle est victime finalement par ces personnages de parvenus n'est pas entier. Et on voit, il y a des petits gestes. Vous parliez de petits gestes et je trouve ça très juste. On voit bien qu'il y a des petits gestes, des micro-mouvements dans les interactions entre ces deux couples qui trahissent de la part en tout cas du mari dans cette famille upper middle class qui laisse transparaître une forme de fascination pour le personnage de Valérie, donc c'est très étrange. On voit bien qu'il y a comme si chacun était un peu enfermé et aspirait, en tout cas, regarder l'autre. À sortir de sa condition, à se sentir finalement mal à l'aise dans le trajet ou le parcours qui est le sien, parce que il y a un petit côté. Vous parliez de théâtre tout à l'heure. Alors on va y revenir. Mike Leigh vient du théâtre. Oui, on va revenir là-dessus, Jean-François Bayon. Mike Leigh vient du théâtre et on voit dans le travail, on l'a entendu, dans le travail fait avec les acteurs, qu'il y a cet héritage-là d'un travail, on dirait, au plateau, c'est-à-dire en tout cas un travail d'improvisation. Ce à quoi je voulais faire allusion là, c'est plutôt aux auteurs qu'il a lui-même mis en scène et travaillé dans les années 60 et fréquenté, qui sont Pinter et Beckett en particulier, et donc cette dimension d'absurdité dans les jeux de langage, dans la gestuelle qu'il travaille avec ses acteurs, et qui finalement montre que ces personnages sont, en tout cas les personnages dont il dit qu'il les caricature, même si on peut discuter de ça, mais en tout cas ils sont enfermés finalement dans une espèce ils tournent un petit peu à vide. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans son cinéma, de montrer des personnages qui sont enfermés dans une forme de logorée, dans une forme qui grimace et qui finalement donc au-delà même d'une appartenance de classe ou d'une appartenance de conditions sociales, sont prisonniers d'une forme de répétition. De répétition, de ressassement et même de folie. Sarah Picard, peut-être, alors vous qui êtes britannique, peut-être vous pouvez nous raconter à l'oreille ce qu'on a entendu, c'est que ce jeu sur les voix, les accents, sur cette hystérie familiale autour de l'anniversaire, c'est presque comme une sorte de musique autour de la folie familiale et de sa violence. Oui, en effet, on distingue de façon très marquée les accents, les régions et la classe sociale. C'est quelque chose de très frappant en Angleterre. On ouvre la bouche et on peut placer quelqu'un par rapport à sa classe sociale. Donc on entend bien sûr la voix, les accents de la classe ouvrière londonienne qui sont juxtapositionnés avec cette haute bourgeoisie héritier qui avec des voix très aigus, assez grinçants quand même. Et justement, c'est musical, mais c'est aussi c'est très frappant pour l'oreille anglaise d'entendre les contrastes et chaque position et les valeurs dont ils parlent aussi et dont ils font action. C'est presque un ballet qu'on entend du point de vue alors des voix mais aussi des corps. Il y a tout ce jeu sur la raideur des corps, les gestes extrêmement codifiés aussi. Pour en revenir au théâtre, la question de la famille et d'utiliser le terreau familial comme presque le lieu premier des rivalités et des tensions, Jean-François Bayon, c'est quand même l'héritage théâtral shakespearien qu'on retrouve là aussi, pas que, parce que c'est dès l'Antiquité qu'on retrouve ça dans le théâtre. Oui, c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu partout. Alors,
pour essayer de nouer théâtre, cinéma, politique, puisque c'est autour de ça qu'on tourne depuis le début, il me semble, de la discussion, dans tout un cinéma politique ou allégorique, anti-thatchérien, ou qui essaie d'articuler une forme de discours explicite ou implicite autour de la question des valeurs, autour de la question des modèles sociaux, on va avoir énormément de matériaux. Donc Mike Leigh évidemment, mais Greenaway par exemple fait ça dans le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, qui a un modèle théâtral jacobin et shakespearien comme soubassement, et qui attaque frontalement les valeurs ou les antivaleurs du thatchérisme triomphant, et à travers le portrait d'un couple qui est une forme d'anti-modèle, et qui fait complètement éclater les valeurs familiales, parce que les valeurs familiales, il y a une grosse ambiguïté, c'est que d'un côté, leur acception victorienne la plus traditionnaliste, la plus enfermante, est revendiquée par le thatchérisme, mais en même temps, elle est aussi quelque part revendiquée par une certaine culture ouvrière un peu traditionnelle. On voit très bien ça dans les comédies sociales, comme par exemple Les Virtuoses ou The Full Monty. Donc là, il y a une forme, alors sans pousser ça jusqu'à dire que c'est une forme de contradiction, mais en tout cas, il y a une forme de tension qui me paraît intéressante. C'est-à-dire que on a un cinéma qui va soit d'un côté très élitiste, Greenaway, soit une forme de comédie assez populaire, sans aucun jugement, populaire au sens le plus noble du terme, va chercher à creuser cette question des valeurs dans un discours d'opposition. Mais dans une logique aussi peut-être d'opposition à une société très individualiste. C'est un autre discours en réalité. Qui est une contradiction aussi du thatchérisme, il me semble. Sarah Picard, peut-être pour revenir sur cette question, c'est aussi comment la société globale, dans ses aspirations politiques, dans son projet politique, va avoir des conséquences jusque dans la sphère individuelle. On sent que l'univers politique thatchérien de l'époque, mais plus global aussi, rentre à l'intérieur de la famille et a des conséquences matérielles sur les voisins, la gentrification du quartier, le fait qu'elle n'a plus d'amis dans le quartier, Mrs. Benders, parce que le paysage entier est en train de se modifier et cette vie politique à l'extérieur, elle rentre à l'intérieur de chez elle. Elle rentre à l'intérieur de chez elle et dans sa famille et comme Thatcher a dit elle-même, que Mike Leigh cite, there is no such thing as society, mais elle dit après qu'il y a des familles. Et donc, pour Thatcher, pour elle, la famille était quelque chose d'important, mais ce qu'on voit dans ce film comme reflet, c'est aussi, comme Mike Leigh a dit beaucoup, c'est les valeurs et cette différence de valeurs et le individualisme qu'on voit chez certains membres de la famille et leurs aspirations personnelles qui vont être placées de façon plus importante que le sentiment envers leur mère et la famille et les voisins aussi. Et donc on voit à cette époque de Thatcher la naissance de cet individualisme qui continuera et qui continue surtout aujourd'hui. Avec la fille qui hésite à aller dépanner sa mère qui est à la porte, qui met des heures à y arriver, qui n'y va que dans son intérêt propre pour aller voir un peu la maison des voisins. Bon, là, c'est la comédie. Mais quand même. Moi, je trouve ça pas très drôle et je trouve ça très réaliste, parce que j'ai vécu en Grande-Bretagne à l'époque et pour moi, ça reflète vraiment ces sortes de transformations de la société sous Thatcher et cette individualisme ou le penser à soi-même et ses propres gains matérialistes, etc., avec le Parti travailliste désemparé qui n'a pas réussi à faire force contre cette société, parce qu'après Thatcher, elle avait John Major avant Tony Blair, et Tony Blair quand même, il a dit je m'en fiche combien les gens gagnent, je m'en fiche s'il y a les milliardaires, pourvu qu'il y ait la justice sociale, mais tout simplement si on revient aux valeurs
valeurs, qui est un thème tellement critique dans ce film. On voit, si on revient à aujourd'hui, que ces valeurs changent de façon intergénérationnelle, et on voit chez les jeunes, c'est mon sujet de recherche, que c'est une sorte de changement, une évolution très importante entre les générations, où on voit que les personnes âgées, donc les baby boomers, qui sont donc plus âgés, qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui sont les grands-parents ou les parents maintenant, sont beaucoup plus conservateurs, qui votent massivement à droite et massivement pour le Brexit. C'est un sujet incontournable quand même quand on parle de la société britannique depuis plusieurs années, et aussi qui sont plus contre l'immigration, qui lisent plus les journaux de droite, des tabloïds, qui vendent des millions en Angleterre par rapport à la France, par rapport avec une nouvelle génération qui vit autrement, qui a grandi, qui connaît l'austérité et la précarité qui existe depuis 2010. Avec une aigreur générationnelle envers aussi ces politiques d'austérité qu'elles subissent. Absolument, donc auquel on peut bien sûr ajouter le Covid, mais ce qu'on voit dans la jeune génération, non seulement ils votent plus à gauche, ça a toujours été le cas presque, sauf qu'à l'époque Thatcher, ils votaient à droite aussi, mais on voit massivement, surtout les jeunes femmes et les personnes issues des minorités ethniques qui votent beaucoup plus à gauche, les jeunes femmes, les jeunes en général. Aux dernières élections, c'était vraiment immense, la différence, mais aussi des valeurs, pour revenir aux valeurs, le fait que on voit dans beaucoup d'études, la jeune génération a des valeurs qu'on appelle ouvertes, open, plus cosmopolites, ouvertes vers le monde, plus en faveur de la justice sociale, les valeurs qu'on appelle post-matérialistes, c'est-à-dire justement pas d'avoir une maison, etc., comme on parle dans le film, mais de valeurs sociales et d'égalité, que ce soit par rapport à l'écologie ou autre chose. Oui, on va y revenir sur la question de la propriété. Alors vous dites, ça n'est pas forcément drôle, c'est quand même drôle parce que c'est noir. C'est cet humour noir-là qu'on retrouve dans les films de Mike Leigh, Jean-François Bayon. Sur la question de la place et de la propriété, le mari voisin, lui, a cette phrase sur la place. Il y a une place pour tout le monde et tout le monde a sa place et la mienne est ici et ici c'est chez moi. Oui, il y a quand même ce discours sur la propriété. Alors, cette réplique où il utilise le terme de place est une phrase clé du cinéma de Mike Leigh. Plusieurs sens. La question de trouver sa place, c'est fondamental dans tout le cinéma de Mike Leigh. Et ça dépasse de très très loin la question de la propriété, ça dépasse de très très loin la question de la Grande-Bretagne. Mike Leigh a raison, il ne fait pas mais ça rejoint la famille aussi, la question de la place, mais tout à fait, une question métaphysique. Mais absolument, et c'est pour ça que Mike Leigh a raison de ne pas vouloir être étiqueté comme un cinéaste qui parle de la société britannique. C'est les cinéastes les plus proches de Mike Leigh, ce sont des cinéastes comme Ozu par exemple, ou comme Bergman. Mais Ozu en particulier, qui est un cinéaste qu'il affectionne énormément, je pense qu'il aurait pu le citer dans la carte blanche que lui avait proposée s'il avait eu droit à plusieurs choix, parce qu'il en parle plusieurs fois dans des entretiens, et aussi parce que c'est un peu un cinéma avec lequel il est en affinité, un cinéma qui parle des événements familiaux fondamentaux, naissance, repas familiaux, deuil, comme Another Year par exemple, ou comme Secret et mensonge. Enfin, voilà. Et trouver sa place, alors effectivement au sein de la famille, mais aussi en dehors de la famille, grâce à la famille, mais aussi contre la famille. Il ne faut pas oublier que Mike Leigh appartient à cette génération de cinéastes ou de personnes simplement qui, dans les années 60, lisait des ouvrages par exemple d'antipsychiatrie ou des ouvrages où vous voyez son premier film est contemporain de Family Life de Ken Loach, qui est un film qui est une attaque en règle de l'institution familiale dans sa vision la plus traditionnelle, parce que, pour citer une autre réplique de High Hopes, families fuck you up. Et le film suivant de Mike Leigh, Life is Sweet, semble en être une démonstration, puisque les parents dans Life is Sweet ont deux jumelles dont une n'est pas du tout en bonne santé mentale. Elle se fait vomir la nuit, elle se fait recouvrir de Nutella par son petit ami qu'elle traite d'une manière totalement bizarre. Enfin bon, c'est donc ce qui n'est qu'un moment de la carrière de Mike Leigh, ce qui n'est qu'un moment de l'histoire des personnages, etc. Tout ça, c'est fluide. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un personnage de Mike Leigh, dans ce qu'il dit à un moment d'un film, est le porte-parole de Mike Leigh. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais, vous voyez,
Oui, puis il ne faut pas oublier que cette vision très négative de la famille comme institution, ça fait partie du bagage culturel et intellectuel et de la formation de Mike Leigh. Alors de même que le projet universel, c'est aussi un vaste projet artistique que l'on retrouve dans tous les arts. Pour revenir sur la question de la famille, de sa violence, mais aussi du secret, on va écouter un extrait d'un autre film de Mike Leigh, Be Happy. You've been a bit angry lately, though, haven't you? Yeah. What's made you angry? I don't know. You don't know? What's it like at home? Fine. Yeah, with you and your mum? Yeah. Yeah. You get on with your mum, don't you? Yeah. Does anybody else come to the house? No. No? What about any of Mummy's friends? She got a boyfriend? Yeah, she does. She does? What's his name? Jason. Jason. Jason nice? Mm-hmm. Has he been making you angry, Nick? Yeah. That's no good, is it? Have you got a piece of paper, Miss Cross? Yeah? Sure we could rustle one up. You good at drawing, Nick? Yeah. Okay. Alors, il faut peut-être dire ce qu'il se passe et ce qu'on vient d'entendre. Jean-François Bayon, c'est un extrait d'une scène avec le travailleur social et Nick, le petit garçon. Oui, c'est Be Happy. Alors c'est un film dont on a dit à l'époque que c'était le film le plus coloré, le plus optimiste de Mike Leigh, et ce qu'on vient d'entendre dément un petit peu cette impression, puisque c'est une scène où l'institutrice, qui est l'héroïne du film, Poppy, avec l'aide de Tim, qui est un travailleur social, donc fait parler un petit garçon, Nick, qui est un petit garçon qui a des comportements violents dans sa classe. Voilà, tout simplement. Et donc on va découvrir que à la maison, ça se passe très mal, puisque le nouveau copain de la maman frappe Nick. Et donc ça, c'est une stratégie très intéressante qui d'ailleurs est très présente dans High Hopes. C'est que grâce à des personnages secondaires, dont ici Nick, on se rend compte que on va avoir accès à des histoires de famille. Donc dans High Hopes, il y en a au moins 3. Celle de Wayne au début du film, celle de Susie, qui est une amie du couple de Shirley et de Cyril, et celle de Shirley, qu'il faudrait pas oublier. Il y a une scène d'intimité avec Cyril où on a un aperçu sur la famille de Shirley. Et ces 3 familles ont en commun que ça se passe mal, que ce sont des familles qui dysfonctionnent. Et dans Be Happy, de la même façon, on a accès à une histoire de famille qui dysfonctionne. Donc finalement... C'est 2008, c'est 2008, oui. Be Happy, peut-être, Sarah Picard, on montre aussi des mutations de la famille anglaise, des schémas familiaux. On parlait des familles qui ont été délaissées par un certain nombre de politiques. Il y a les familles monoparentales d'un côté, les familles recomposées. Toutes ces questions-là, elles arrivent aussi sous l'œil des cinéastes. Là, on a un exemple criant. Oui, et puis effectivement, depuis après l'époque Thatcher, on voit de plus en plus de familles monoparentales, et des familles recomposées et qui ne sont pas aidées par l'État-providence non plus, que Thatcher a démantelé, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais on voit justement la transformation de la société à travers les cellules familiales, comment ils sont constituées, et justement cet isolement dont il parle, parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui vivent seules, mais de plus en plus de personnes aussi qui n'ont pas d'enfants, qui n'auront jamais d'enfants, qui souhaitent pas avoir d'enfants, ou qui financièrement ne peuvent pas avoir des enfants, qui est un sujet du film, parce que Cyril et Shirley, ils discutent de si ils peuvent matériellement avoir un enfant, ou s'ils veulent faire venir un enfant dans un monde si terrible. Oui. Et donc justement, et on voit le taux de fécondité ou le taux de natalité est à la baisse au Royaume-Uni, et encore plus depuis le début de l'austérité en 2010. Donc on voit l'influence de la politique, l'économie, le social sur la composition de la famille, et puis aussi sur le divorce, parce que les gens ne se marient moins, divorcent moins parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc effectivement, on voit tout ça à travers le prisme de la famille, et c'est universel. Mais alors bien sûr, même si la violence n'a rien à voir en l'occurrence avec la structure familiale, c'est une histoire de violence parmi d'autres, mais elle est le moyen de parler d'autres éléments comme la recomposition. On a parlé de l'ascension sociale, mais il y a aussi la question du déclassement qui arrive au cinéma, qui accompagne aussi l'évolution de toutes les sociétés
D'ailleurs, Sarah Picard, c'est pas une spécificité anglaise. Non, pas du tout. Il dit déclassement, c'est Camille Peggy en France, un sociologue qui a créé ce mot, il me semble. Des déclassements, c'est l'idée que l'ascenseur social est en panne et que dans le passé, au XXe siècle, les parents aspiraient à avoir une meilleure condition de vie pour leurs enfants, mais conditions matérielles, au niveau de l'éducation aussi, et qu'ils soient plus sûrs. Et on a vu chaque génération les conditions de vie s'améliorer dans l'ensemble, et que ce qu'on voit en ce moment, surtout maintenant, entre l'austérité, la précarité, etc., c'est que la jeune génération traverse un déclassement profond où justement ils sont dans une pire position que leurs parents et leurs grands-parents, et donc c'est non seulement le manque d'ascenseur social, c'est le renversement qui descend, et donc ils se trouvent dans une situation justement où ils se retrouvent dans la cellule familiale pour plus longtemps, parce qu'ils doivent rester, soit parce qu'ils ne peuvent pas financièrement, parce que habituellement ceux qui partent faire les études autrefois partaient, aller dans une autre ville pour faire les études, et de plus en plus on voit les jeunes étudiants rester chez eux, qui fait que ça change complètement la vie des jeunes qui vont les études longues, mais aussi ou qui reviennent après parce qu'ils n'ont pas des moyens financiers pour se loger. Et puis les autres, les 50% des jeunes qui vont pas à l'université, qui sont obligés de rester à la maison, et que ça a un impact immense sur la famille par rapport aux parents qui doivent soutenir leurs enfants financièrement, qui doivent vivre avec leurs enfants, quand peut-être qu'ils espéraient avoir qu'on appelle empty nest, quand les enfants partent et finalement on a un peu de temps de loisirs, de vivre seul. Donc ça crée encore des tensions au sein des familles qui doivent rester ensemble, et bien sûr qu'il y a des bonnes choses aussi, mais ça a un impact aussi sur l'autonomie de la jeune personne, son indépendance, qui fait que la transition vers l'indépendance, l'âge adulte et la liberté ne se fait pas prolongée. Il y a justement du point de vue du cinéma, Jean-François Bayon, alors chez Mike Leigh et même dans les séries qui émergent, je pense à Downton Abbey notamment, mais aussi The Crown, il y a l'idée aussi de la fresque historique, l'idée que par la caméra, on va peut-être figer un certain nombre ou reconstituer des périodes de la société anglaise où on voit ces transitions de société. Chez Mike Leigh, ces années 80 sont matérialisées dans son cinéma. C'est aussi des époques de la transition de la gauche anglaise, du Labour, que l'on retrouve sous sa caméra. Oui, Mike Leigh a fait des films historiques. Historique. Il a fait Vera Drake, qui est un film qui se passe en 1950, qui est à la fois qui a quelque chose d'indirectement autobiographique, puisque c'est une période qu'il n'a pas connue. Enfin, il était très jeune à l'époque, mais qui fait plutôt référence à une période que ses parents auraient connue apparemment. Et il y a des petits morceaux d'autobiographie indirecte ici et là dans ses films. Il a parlé tout à l'heure de Truffaut et bon, il n'a pas fait d'autobiographie à la Truffaut évidemment, mais il y a une dimension comme ça, parfois discrètement autobiographique dans les films de télé qu'il a fait notamment. Vous parlez de Vera Drake, peut-être quelques mots, c'est l'histoire d'une fouilleuse d'anges. Oui, c'est un film très paradoxal parce que c'est à la fois le portrait d'une mère de famille parfaite, et c'est en même temps le portrait d'une femme qui passe énormément de temps à empêcher d'autres femmes de mettre au monde des enfants. Donc, empêcher, c'est une faiseuse d'anges. Oui, elle aide des femmes à avorter. À pratiquer des avortements, à une époque où en Angleterre c'était illégal. Alors c'est peut-être pas si paradoxal que ça, c'est peut-être une femme libre qui a fait ses choix. Alors on peut voir ça comme ça. C'est aussi une femme qui se fait exploiter parce que elle va voir des femmes, elle va aider des femmes que sa meilleure amie, ou la femme qu'elle croit être sa meilleure amie, lui indique. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans son dos, sa meilleure amie se fait de l'argent avec ça. Donc là, il y a quelque chose aussi de profondément paradoxal, ou en tout cas une trahison qui est au cœur du film. Et puis il y a le fait que la valeur maternelle qu'elle incarne aux yeux de sa propre famille, qui ignore tout de son activité, est trahi, en tout cas aux yeux de sa famille elle-même, puisque son fils, notamment, pendant toute une partie du film, n'accepte pas cette révélation à partir du moment où il sait ce que sa mère fait
pendant une partie de son temps. Il y a souvent cette dialectique qu'on retrouve chez Mike Leigh, cette idée qu'il y a la société telle qu'elle se montre et puis qu'il y a une sorte de société souterraine qui sont les vrais mécanismes. On est presque dans une vision de l'inconscient familial, même si c'est pas du tout la psychanalyse, son prisme à lui, mais il y a cette idée quand même des mécanismes plus profonds. Oui, on pourrait dire que Secret et mensonge est un titre qui convient à plus d'un film de Mike Leigh, certainement. Et puis c'est vrai aussi que les femmes auxquelles, selon l'expression qu'elle utilise elle-même, Vera Drake vient en aide, to help young girls out, elle n'utilise pas le terme d'avortement. Elle dit qu'elle leur vient en aide. Donc ça, c'est une façon de montrer que le sort qui est fait, le sort matériel qui est fait à toutes ces femmes, qui peuvent être de conditions sociales très diverses. Il y a des femmes seules, il y a des femmes mariées, il y a des mères de famille. Il y en a il y a une mère de famille nombreuse, donc il y a trop d'enfants. Elle ne souhaite pas mettre au monde un enfant supplémentaire. Il y a une jeune femme qui est peut-être immigrée, en tout cas une Jamaïcaine, qui vit seule. Donc il y a une jeune fille d'une classe élevée, donc il y a toutes sortes de conditions. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est que la société ne leur fait pas un sort, le sort qu'elle réserve pas, le sort qu'elle devrait avoir. Le choix. Sarah Picard, ces questions-là autour de la famille traditionnelle et comment les valeurs familiales s'ajustent au fur et à mesure des évolutions, comment est-ce qu'elles ont été traversées justement rapidement par cette question du Brexit? Elles ont été aussi utilisées dans ces débats-là? Absolument, et on voit des clivages qui ne sont pas juste anecdotiques, du fait que les familles ont été déchirées ou très divisées sur la question du Brexit, s'il fallait rester dans l'Union européenne ou pas, et que puisqu'on voit massivement que plus on est jeune, plus on vote pour rester, et plus on est âgé, plus on vote pour quitter. Ça pose la question du pouvoir politique, qui pèse ou pas. Dans les urnes. Et la proportion de votants. En fait, il y a beaucoup plus de personnes qui ont plus de 60 ans que de personnes entre 18 et 34 ans, mais on voit très nettement une différence intergénérationnelle sur la question du Brexit et des valeurs. Merci à Mike Leigh Haefder qui a assuré sa traduction. Merci à vous, Sarah Picard et Jean-François Bailly d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que le film de Mike Leigh, High Hope de 1988 est à nouveau en salle depuis hier. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Sureau. Nous sommes à l'Alma, devant le restaurant Chez Francis, qui est un restaurant qui est là depuis longtemps, que les Parisiens connaissent, qui est là depuis les années 20. Restaurant où Blaise Cendrars, le poète, avait ses habitudes. Et pendant le confinement, je l'avoue, je me suis échappé 2 ou 3 fois en fraude, en produisant ma petite attestation bureaucratique, pour aller voir la Seine au pont de l'Alma, avec ce zouave immortel qui sert, on le sait, à mesurer la hauteur de l'eau. Le zouave se tient fièrement au kilomètre 254 depuis notre point d'origine, la source de la Seine, près de Dijon. Et si, évidemment, le temps ne m'était pas compté, je vous chanterai la chanson de Brassens où il est question du zouave, le zouzou. Et il y a dans cette chanson un vers qui pourrait être notre devise dans cette remontée du fleuve, car mort ou vivant, ce n'est pas souvent qu'on arrive au Havre. Enfin, nous essaierons quand même d'y arriver. Et donc, nous sommes pour le moment chez Francis et je vais vous raconter une belle histoire d'amour et d'amitié qui reste encore aujourd'hui enfouie dans un certain mystère, et ce mystère est aussi prenant que le reste. En 1938, peu avant la Deuxième Guerre mondiale, Blaise Cendrars, le poète de Pâques à New York, le créateur de Moravagine, l'aventurier, le bourlingueur du livre Bourlinguer, l'écrivain de L'Or, Blaise Cendrars vit ici seul, à l'hôtel de l'Alma, et prend ses repas chez Francis. Il a 51 ans et il est malheureux. Il a souffert 1000 morts d'abord, bien qu'il ait été discret là-dessus dans son œuvre, après son amputation du bras, et vous vous souvenez que Cendrars s'était engagé à la Légion étrangère en 1914 et qu'il avait perdu son bras dans l'assaut de la ferme Navarin. Il en a tiré des livres dont on se souvient, La main coupée, et un livre formidable et tragique qui s'appelle J'ai saigné. Cette main perdue, celle que Cendrars avait perdue, c'était la main de la poésie. Et d'ailleurs, après la guerre, avec la main qui lui restait, il n'écrira plus que de la prose. En 1938, il est célèbre, il est connu, il écrit dans les journaux. Il est aussi malheureux et perdu. Il a écrit de très très beaux reportages. On se souvient notamment du reportage qu'il avait fait pour Paris Soir,
pour le premier voyage, le voyage inaugural du paquebot Normandie, où alors que tous ses camarades reporters allaient dans les salons brillamment éclairés des ponts supérieurs, lui avait passé la totalité du trajet avec les machinistes à écrire un formidable reportage sur la vie des marins à fond de cale. Il a écrit de très beaux reportages, il a parlé des ouvriers, il a parlé de la pègre, il a parlé des forêts du Brésil, il a parcouru le monde, mais il ne parvient pas à écrire ce qu'il souhaite écrire, c'est-à-dire ce grand livre dans lequel il enfermera ses 1000 vies, sa vie réelle et toutes ses vies rêvées. Le livre dans lequel, d'ailleurs, il parviendra à domestiquer ce qui le hante depuis toujours, une espèce de sentiment de la faute et de la culpabilité qui l'a amené à créer comme un double maléfique, l'extraordinaire Moravagine, et qui le suit peut-être depuis la mort tragique de la première femme qu'il ait aimée, qui est morte en Russie avant la Première Guerre mondiale. Et puis, à l'époque, il a un grand amour, celle qu'il appelait sa muse, la comédienne Raymond Duchâteau, qui est une des comédiennes préférées de Louis Jouvet, et qui vient de le quitter pour un de ses amis, qui est Pierre Guillain de Bénouville, dont les plus anciens se souviennent, parce qu'il a été le patron de Jour de France, qu'il était un ami de Marcel Dassault, et qu'il a surtout été, pendant la guerre, un très grand résistant. Abandonné par Raymond, venant de divorcer de sa première femme, Sandrard n'a pas de domicile fixe et il vit à 2 pas d'ici, donc je l'ai dit, à l'hôtel de l'Alma. Et c'est là que le 7 février 1938, un autre de ses amis qui s'appelle Pierre Pucheux, et qui lui finira fusillé pour cause de collaboration à Alger, c'était l'un des inventeurs des sections spéciales, c'était le ministre de l'Intérieur du gouvernement Darlan, Pierre Pucheux donc lui amène une jeune femme qu'il veut lui présenter. C'est une jeune femme extraordinaire et qui est très peu connue. Et j'ai souvent rêvé de pouvoir lire une biographie d'elle. Elle s'appelait Elisabeth Prévost. Elisabeth Prévost est née à Charleville, dans les Ardennes, en 1911. Quand elle rencontre Sandrard, elle a donc 28 ans. Sandrard a 51 ans. Sa famille est riche. La banque du côté de sa mère et la métallurgie, ce qu'on faisait assez souvent dans les Ardennes, du côté de son père. C'est une enfant unique, elle a été très liée à son père qui l'a traitée en camarade, il l'emmenait dans la forêt des Ardennes chasser le sanglier, il lui offrait un fusil en guise de cadeau de première communion, ce qui est quand même assez original. Et à l'époque où elle rencontre Sandrard, Elisabeth vit le plus souvent dans les Ardennes, dans un pavillon de chasse qui s'appelle les Aiguillettes à Signy-le-Petit, près de Brognon, près de la frontière belge, à l'orée de cette grande forêt qui est pour moi incomparable et dont Gracq a parlé dans Un balcon en forêt. Elisabeth Prévost y élève des chevaux pour le dressage, elle n'a pas de problème financier particulier, et elle y élève des chevaux également pour jouer au polo. Elle a une équipe de polo à elle, et elle a déjà aussi un début de légende. Elle a parcouru les Carpates, elle a parcouru la Mongolie en train, elle a traversé l'Afrique seule à bord d'une vieille Ford pour trouver une mine, comme dans les aventures d'Alan Quatermain, que les amateurs de romans anglais connaissent et qu'on a vu également au cinéma. Elle a chassé au Congo, elle a chassé au Tchad, elle a visité l'Europe en roulotte, de la Bretagne à la mer Noire, et à chaque fois, elle a écrit des reportages dans les journaux. Et ce qui est assez dommage, c'est que ces reportages n'ont jamais été publiés. Après sa rencontre avec Sandrard, elle fera d'autres expéditions, et Joseph Kessel, qui s'y connaissait, dira d'elle « Elle a voyagé beaucoup plus que moi ». Elle aura tout connu, la ligne Maginot, l'Indochine, la Patagonie. Elle aura élevé des lapins aux Baléares, pêché le saumon en Islande, avec cet air joyeux et ce beau visage de garçonne qu'on voit sur les photos. Ils se reconnaissent au premier regard. Et Sandrard a toujours fui, à la Légion, dans la guerre, au Brésil. Il a écrit ce vers magnifique, « Quand tu aimes, il faut partir ». Et Elisabeth va lui offrir une année, non pas de fuite, mais une année immobile dans la forêt. Elle l'enlève. Il n'avait jamais fait cette expérience. Elle l'enlève littéralement. Et il lui dédiera plus tard la forêt vierge en ces termes, à Bi, c'est comme ça qu'il l'appelait, B-E-E, comme Elisabeth, à Bi qui m'a enlevé. Il s'appelait B&B, Blaise et Elisabeth. Il l'appelait Mademoiselle mon copain, et elle lui inspirera l'extraordinaire personnage de Diane de la Panne dans L'homme foudroyé, où il est écrit « J'adore les femmes qui boivent », et Mademoiselle de la Panne buvait sec. Il est heureux avec elle, il arpente la forêt, il l'accompagne à l'église, lui l'agnostique, elle joue de l'harmonium, et il fait des projets en la regardant dresser des chevaux. Il veut faire un livre sur le cadre noir de Saumur. Et il prépare même une grande expédition qu'ils feraient ensemble. Et puis c'est la guerre. Et Sandrard s'en va pour ne pas revenir. Il veut s'engager à la Légion étrangère. Il est vieux. Il a un bras en moins. Il est peut-être trop connu. La Légion ne veut pas de lui. Alors il devient correspondant de guerre à l'armée anglaise. Elisabeth Prévost et Blaise Sandrard ne se reverront jamais. Elle est morte à l'île d'Ouate en 1996, après avoir fait seule, quelques années auparavant, son dernier tour du monde, seule, à bord d'un cargo. On retrouvera ces mots écrits par elle, je le cite, « Blaise Sandrard fut dans ma vie, et pour toute ma vie, l'être qui marqua le plus.
mon cœur et mon esprit. Nul ne sait réellement ce qui s'est passé entre eux, amour ou amitié. Dieu lui-même, dit un proverbe égyptien, ne sait pas ce qu'il y a entre un homme et une femme. Pensons à BNB. Quand tu aimes, il faut partir. C'était Françoise Sureau qu'on retrouve demain, ainsi que La Grande Table. Demain, ce sera le 2e volet de notre série sur le cinéma britannique avec le réalisateur Ken Loach. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchan Gergayan, Lou Quevauvilliers, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation, Marie Placé, à la technique Jacques Hubert et Alex Dang. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.